Merci et bonjour à tous. Je vous remercie pour cette invitation et je suis très heureuse de venir ici pour vous présenter un petit peu des travaux qui ont été faits dans le cadre du Conseil national de l'alimentation, qui ont été votés en 2022, et de vous montrer un petit peu quelles sont les évolutions par rapport aux attentes des consommateurs. Dans mon métier, je viens de tout ce qui est compréhension de la société et de l'évolution des comportements des consommateurs. Donc évidemment, les enjeux de l'avis 90 du Conseil national de l'alimentation venaient en effet de cette question des nouveaux enjeux de ce qu'on appelle aujourd'hui le One Health, c'est-à-dire qu'il y a ces enjeux écologiques qui vont autour de la santé pour l'individu, la santé pour l'animal et la santé pour la planète. Et c'est comme ça qu'a été posée finalement la question de comment faire évoluer les comportements des consommateurs, parce qu'il y avait eu la crise du Covid. C'est à la suite constat de cette crise où on a eu des changements majeurs du côté des consommateurs, qui a eu cet avis pour essayer de mettre en place des politiques publiques. Et en effet, tous les enjeux sont d'essayer de définir ce qui va accélérer les process. Et dans ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que du côté des consommateurs, vous savez que la consommation, ça pèse 25% des impacts carbone. Si on fait agir les consommateurs pour aller dans le sens d'une réduction des gaz à effet de serre, il y a deux façons pour le consommateur d'agir. Soit il substitue intra-aliment, sur un même aliment, il choisit un aliment qui est différent des autres, soit de changer de régime alimentaire et de substituer entre les différents aliments. Donc les outils les plus utilisés, dans les recommandations qu'on a faites, on a beaucoup insisté sur l'éducation et l'information du consommateur, mais ce n'est pas forcément suffisant. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu en effet les étiquetages. Et ce qui finalement fonctionne, ce n'est pas si facile à mettre en place, mais c'est ce qu'on appelle les nudges, c'est-à-dire des changements en petits pas qui sont des façons automatiques et inconscientes du consommateur. C'est ce qui est primaire, c'est le cerveau reptilien qui agit, et ce n'est pas de faire de la réflexion consciente des choix des consommateurs. Et c'est en choisissant du coloriel, et j'ai participé en 2016 à l'évaluation des différentes façons de faire de l'étiquetage sur la partie nutritionnelle, et ce qui fonctionne le mieux, on a fait une vraie expérimentation, ça n'avait jamais été fait, grandeur nature. Ce qui fait le plus changer, c'est en effet quand on colorie et on fait du réflexe du côté du consommateur. Donc aujourd'hui, du côté des consommateurs, eh bien, c'est plébiscité en France, ça c'est certain, que ce soit un étiquetage sur la partie nutritionnelle, mais aussi au même niveau, on va le voir, sur la partie éco-score, planète score et bien-être animal. Mais ça concerne toujours, et c'est ça qui est important, et c'est pour ça qu'on a choisi cette façon de faire avec du nudge, c'est que ceux qui sont les plus sensibilisés, quelles que soient les politiques publiques mises en place, c'est toujours les plus éduqués et les plus jeunes par les applications. Et donc, il faut trouver des façons pour faire changer les autres. Et c'est ça qui fonctionne avec le nudge. Ce qui, aujourd'hui, dans l'état de l'art, a pu être mis en évidence sur le Nutri-Score, sur lequel il y a un petit peu plus, évidemment, de recul, puisqu'il s'est mis en place à partir de 2016, c'est qu'il y a bien des impacts sur les ventes en termes d'achat dans les panels, mais en termes plus académiques sur démontrer que la qualité nutritionnelle des individus sont modifiées. Pour l'instant, il n'y a pas il y a des faibles, il y a une revue de littérature que je vais vous montrer qui a été faite notamment par Véronique Bresco à l'Académie d'agriculture que j'ai repris ici. Sur la qualité, on n'a pas de preuves encore tangibles, même si on voit des petits faisceaux, mais surtout ce qui a changé, en effet, c'est le deuxième effet de ces étiquetages, c'est l'offre qui a bougé. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous présenter en 15 minutes, donc comme ça vous avez déjà tous les résultats. Donc juste bien comprendre ce que c'est que le Conseil national de l'alimentation. Donc c'est un lieu où toutes les parties prenantes sont présentes. Et cet avis qui s'appelle « Nouveaux comportements alimentaires » pour quelles sont les actions politiques publiques à mettre en place pour faire changer ces comportements alimentaires. L'enjeu, c'était bien de prendre les nouveaux comportements alimentaires, ceux qui étaient là depuis moins de 10 ans. Et c'est le Covid qui a déclenché parce que
quand on essaye de comprendre comment se modifient les choses, on sait que c'est quand il y a des ruptures de vie qu'on arrive à mettre en adéquation les attentes par rapport à la réalité des achats. On dit toujours, les enquêtes, c'est les attentes, mais les gens ne font pas ce qu'ils ont envie de faire. Eh bien, ça se rejoint quand on a des ruptures de vie. Donc, on a identifié, donc on était très nombreux, hein, ça a été suivi par 49 structures du Conseil national de l'alimentation, et on a surtout on a interrogé des experts qui connaissaient tous les leviers d'action sur ces nouveaux comportements. Et ça a duré 10 mois et on a réussi à faire des recommandations. Et donc le principe, hein, c'est d'arriver à un consensus en mettant tout le monde autour de la table. Donc la façon de structurer les choses, ça a bien été de cette séparation entre comment le consommateur agit. Donc ça vient des travaux de Louis-Georges Soler de l'INRAE. Et ce qui met en évidence, c'est qu'il y a 2 leviers de la part du consommateur pour changer. C'est soit il choisit de consommer le même type d'aliment et il va substituer entre les différentes catégories en favorisant certains modes de production, en favorisant certains types de transformation, de distribution qui sont plus favorables à l'environnement et à la santé. Et donc dans les pratiques qui ont été, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais qui ont été mises en évidence et qui sont nouvelles, hein, c'est le fait de manger plus de produits de saison, de manger plus de produits qui sont faits maison, c'est encore plus vrai aujourd'hui dans un contexte d'inflation, les pratiques, de choisir des pratiques agricoles, agroécologie, alors même si le bio est en train de diminuer, il y a une envie d'aller vers ça, et les process industriels, ultra transformés, et le bien-être animal qui est une attente qui a beaucoup progressé. Ensuite, on a une autre façon de changer les choses et qui va dans le sens d'une dépense qui est moindre, puisqu'évidemment ce facteur prix, il est primordial, surtout à l'heure où je parle, et ce poids-là va s'accroître encore jusqu'au mois de septembre 2023. Eh bien, en allant vers 2 bénéfices pour le consommateur, c'est-à-dire un poids budgétaire plus faible et un impact qui soit meilleur sur le climat, la santé, la biodiversité, le bien-être animal, eh bien, c'est de changer les régimes alimentaires, équilibre végétal-animal et moins de gaspillage. Et en ce moment, c'est évidemment le moins de gaspillage qui est très, très fort. Donc, on a travaillé en faisant ce qu'on appelle des animations sur la prospective, hein, en identifiant et en faisant des exercices collectifs, hein, où on a fait voter les 49 parties prenantes et de définir comment on peut agir. Donc il y a ces 4 piliers qui ont été développés et on a mis en place des recommandations sur les piliers de favoriser le rééquilibrage végétal-animal, mieux connaître les modes de production pour choisir le meilleur mode de production et des nouveaux enjeux autour du numérique, comment on a bien analysé ce que ça modifiait comme élément et de voir ce qui pouvaient gêner certaines populations, notamment les plus défavorisées, pour changer leur façon de manger. Donc, dans les recommandations, évidemment, le plus facile en politique publique, c'est de faire ce qu'on appelle des changements doux, hein, c'est éduquer de façon différente et informer. Et donc, on a vraiment mis des recommandations. Et vous voyez ici le 2 sur 49 ou le 5 sur 49, c'est qu'il y a des structures qui étaient dissensuelles, on acceptait les dissensus. Donc, on a dans la partie éducation, c'est de redéfinir les repères nutritionnels en intégrant les repères écologiques, en proposant de le faire avec l'ADEME. Et sur l'information, bien sûr, les dispositifs d'affichage environnemental ont été mis en tant que recommandation. Donc, je vais pas rentrer dans le détail, vous les avez. Je voulais juste insister sur le fait que quand on regarde en historique comment les différentes mesures ont eu un impact. J'ai pris un exemple qui est assez ancien, mais qui est très parlant. C'est que les premières façons d'agir ont été de faire le Programme national nutrition santé en 2001. Et quand on regarde l'évolution de la consommation de soda, ici chez les enfants par catégorie de population, ce dont on se rend compte, c'est que ce qui bouge, alors que les enfants qui consommaient le plus de soda en 2003, c'était les enfants des cadres, eh bien, c'est dans les populations les plus éduquées qu'on a les changements importants, quand on ne fait qu'éduquer ou qu'informer. Et c'est ce qu'on voit ici très nettement, hein, la consommation de soda diminue de plus d'1 tiers quand on est dans les catégories CSP+, et chez les autres, ça ne bouge pas.
Donc toute la difficulté, c'est de faire bouger les catégories les plus modestes. Et évidemment, c'est pour ça qu'on a fait appel à ce qu'on appelle les nudges comportementaux. Donc les nudges comportementaux, là j'ai pris des diapositives de Pierre Chandon, qui travaille sur ça, sur les changements de comportement. Il a regardé quel était parmi les différents nudges, les nudges c'est du petit pas, comment en faisant des petits changements qui sont complètement réflexes, c'est qui font que le consommateur agit différemment sans faire appel à sa conscience, eh bien, quels sont les effets, par exemple, sur des kilocalories ingérées. Et il montre qu'en effet, ce n'est pas forcément les étiquetages qui sont les plus efficaces, qui fonctionnent le mieux et qui fait diminuer le plus fortement, c'est les nudges comportementaux qui sont de réduire les tailles de portions. Mais sur les affichages nutritionnels, ce qui fonctionne le mieux, c'est celui qui est coloriel parce qu'il est beaucoup plus réflexe par rapport à un étiquetage nutritionnel. Et c'est ce qu'on a montré en 2016 en comparant différents types d'affichage. On avait un affichage qui était l'affichage INCO avec beaucoup d'informations et celui qui a permis à des populations, et c'était encore plus vrai chez les plus modestes, de faire les meilleurs choix, c'était d'avoir celui qui a été mis en place à partir de ce moment-là. Mais encore une fois, quand on regarde en évolution entre 2018 et 2021, qui sont ceux qui connaissent Nutri-Score, même si la proportion a beaucoup progressé, puisqu'on a 3/4 des Français qui le connaissent, on a toujours un petit gradient où on voit que les catégories CSP- le connaissent moins. Simplement, en termes aujourd'hui de proportion de gens qui disent être influencés, eh bien, ça fait que progresser. Et l'affichage environnemental, 50%, on est aujourd'hui au même niveau que sur Nutri-Score de consommateurs qui voudraient avoir ces affichages pour changer leur façon d'acheter. Et c'est sur l'affichage environnemental, je ne l'ai pas fait sur le bien-être animal, mais il y a sans doute les mêmes résultats, c'est les jeunes et les Bac+3, les plus diplômés. Et il faut évidemment, bien entendu, reconnaître que l'usage des applications a accéléré le mouvement, puisque quand les produits n'étaient pas étiquetés, il y avait la solution de scanner et on avait la même note. Donc on voit qu'évidemment, du côté des usages des applications, 24% des consommateurs utilisent des applications avant d'acheter des produits, et c'est beaucoup plus vrai chez les jeunes, c'est générationnel. En termes de résultats d'évaluation de ces systèmes, il y a donc les panélistes, Circana avec ScanUp, qui suit l'évolution des ventes. Et là, en termes de ventes, je vous ai mis les dernières données qui sont publiques. Donc, c'est celle du premier trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2021. On voit qu'il y a une hausse, c'est la première barre, plus 0,7 points de part de marché pour les produits qui sont A ou B, alors que sur D et E, on est à 0 point de part de marché, on n'en gagne pas. D'accord ? Donc, il y a cet effet. En vente, ça fait acheter un peu plus. Par contre, quand on essaye d'aller un petit peu plus loin, et là c'est Véronique Bresco qui a fait une revue de la littérature avec Adam Dronowski, et ce qu'elle montre, c'est que finalement il y a sans doute un effet probable, mais qui pour l'instant est probable et faible, et très faible, sur la qualité nutritionnelle des achats, et qu'il y a donc moins d'effets en conditions réelles par rapport à des conditions expérimentales. En fait, tout l'enjeu en évaluation, c'est en effet de regarder une fois que c'est lancé grandeur nature, et l'effet est bien plus faible que ce qui avait été mis en évidence en 2016. Et par contre, ce qu'elle note en faisant sa revue, c'est qu'il y a des résultats où finalement les modifications de l'offre, et on le voyait sur la diapositive tout à l'heure, qu'il y a beaucoup plus d'innovation du côté... on le voit ici, il y a des parts de marché sur l'offre qui vont être plus fortes, il y a un peu plus d'offres sur les produits A ou B que sur les produits D et E. Et donc, il y a des modifications de produits qui se font, mais justement qui sont à discuter, ce qu'elle note, c'est qu'on modifie les aliments en allant dans le sens de diminuer ce qui va faire changer la note, donc essentiellement matières grasses saturées, sel et sucre, et que ça se fait aux dépens des vitamines et des minéraux. Voilà, je vous remercie. Merci Pascal.